Bien. On va pouvoir commencer. On va remercier notre orateur suivant, Olivier Hamon, d'avoir traversé le Rhône depuis Gerland et le NS de Lyon pour être venu jusqu'à Oulin. Ça marche pas ? Ouais, je crois pas. Celui-là, il doit marcher, mon avis. Celui-là, je crois qu'il est pas allumé en fait. Je te pose Ouais, voilà. Olivier Hamon est chercheur à l'INRAE, et pour ceux qui étaient là à la toute première conférence de la journée, je crois qu'on peut dire que tu as été élève de Marc-André Selosse. Voilà. Voilà. Et on s'en est aperçu après les avoir invités indépendamment les uns des autres. Alors l'INRAE, Olivier va se présenter plus largement, mais INRAE, quand moi j'ai commencé à travailler, ça s'appelait INRA, et le E de environnement a été rajouté après. Je crois que c'était un petit clin d'œil intéressant. Directeur de l'Institut Michel Serres et auteur de nombreux ouvrages, dont un que je recommande d'autant plus fortement qu'il est en vente à la sortie de cette salle, qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Il ne coûte que 3,90 €, et je crois que je l'ai déjà offert une trentaine de fois. Oui, c'est ça. Voilà. Olivier, à toi. Je vais mettre le micro. Merci beaucoup, merci de l'invitation, ravi d'être là. Donc je vais peut-être rester par là pour que vous voyez les diapos. Voilà, ça va si je suis par là, c'est bon. Et ben du coup on peut démarrer. Donc du coup sur la diapo suivante, il y a juste le texte en moins, voilà, juste ce petit paysage là. Je sais pas si ça marche, ouais. Ouais. Alors juste la diapo d'avant, les effets de surprise sont un peu... donc ça c'est une image qui illustre le monde, en tout cas quand on fait des projets en général on pense que le monde est stable et du coup ça ressemble un peu à ce paysage là. Il y a des petites vagues sur la mer mais on est assez tranquille, sauf que dans cette ville, voilà, que vous aurez reconnu, diapo suivante, il peut se passer ça, donc sur la diapo suivante, voilà. Ça c'était donc Valence en Espagne en octobre, si vous vous souvenez, 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Donc c'était un événement de rupture. Et donc ça illustre assez bien le monde dans lequel on rentre. C'est un monde qui quitte la continuité pour entrer dans un monde de fluctuations, turbulent, variable. Donc c'est sur le plan climatique, social, géopolitique. Donc ça c'est ce que disent tous les chercheurs, le GIEC, l'IPBES. Je suis sûr que Marc-André a dû en rajouter une couche ce matin. Donc on va rentrer dans un monde plus fluctuant. On quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type, pour les mathématiciens. Voilà. Donc on va plutôt s'intéresser aux variations parce que ça va tanguer de plus en plus fort et on en prend pour 2 ou 3 siècles. Voilà, si on suit les rapports scientifiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, ça va tanguer de plus en plus fort. Alors, diapo suivante, pourquoi ça nous arrive ça? Pourquoi on rentre dans ce monde de plus en plus fluctuant? Si on cherche une cause profonde, cette cause, ça peut être la performance, le dogme de la performance nécessairement positive. Donc la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc ça, c'est la définition du contrôleur de gestion, mais c'est la définition la plus répandue de la performance. On atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Regardez autour de vous, tout est soumis à l'injonction de performance. Donc là, vous avez de l'électronique, un lotissement. C'est la même géométrie parce que c'est la même rationalité de la performance. Et donc on fait de la performance du matin au soir. La façon dont on empile les assiettes dans l'armoire, on sépare les couteaux, les fourchettes, la planification des vacances, tout ça c'est optimisé. Et même moi quand je suis venu ici, j'ai pris le chemin le plus court. Voilà, donc moi aussi j'ai fait de la performance. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous habite. Et alors c'est après tout pourquoi pas, peut-être que c'était une bonne idée de mettre l'accent sur la performance comme ça. En fait là je pense que vous me voyez venir, il y a un problème. Donc diapo suivante, quand on met l'accent sur la performance, en fait il se passe des choses. En fait on suroptimise tellement tous nos systèmes que tout craque. Tout le temps. Et donc là, on a vécu en 2020 la fameuse pandémie de Covid. Et vous voyez que Richard Horton, le rédacteur en chef de The Lancet, et Barbara Stiegler ne parlent pas de pandémie, ils parlent de syndémie. La syndémie, c'est la maladie du système. En fait, ce que la Covid a révélé, le petit virus SARS-CoV-2, qui est un virus extrêmement banal, le coronavirus, il n'y a rien de plus banal, c'est le virus du rhume. Donc, mais bon, carabiné, je ne veux pas négliger ça, mais c'est quand même un virus extrêmement connu des biologistes. Ce qui n'est pas banal, c'est pas le virus. Le virus est très banal. Ce qui n'est pas banal, c'est les humains. C'est que nous, depuis des décennies, on a tellement tout suroptimisé que maintenant, on fait des avions qui vont très vite, très loin,
du coup ça diffuse les virus très rapidement. On fait de la nourriture ultra transformée, grasse, salée, sucrée, et ça fait de l'obésité, des diabètes de type 2, et donc ça fait des comorbidités à l'hôpital. On optimise les hôpitaux après la crise financière, on enlève des lits dans les hôpitaux, et en 2020 on n'a pas assez de lits. Voilà, c'est ça que ça a révélé, hein. Donc c'est la syndémie, et donc c'est en fait une maladie du système suroptimisée et donc très fragile. Si je vous le dis en 2 mots, optimiser fragilise. Optimiser fragilise. Et ça c'est toujours vrai, ça ne dépend pas du système. Alors diapo suivante, je ne sais plus ce que j'ai mis sur la diapo suivante, mais voilà, je vous mets mon équation, donc c'est en trois temps. Donc quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. Et donc animation suivante, quand on met l'accent sur la performance, en fait on met l'accent sur la compétition. Dans une compétition, qui gagne? C'est très simple, animation suivante, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Alors ça c'est toujours vrai, quand on met l'accent sur la performance, on met l'accent sur la violence, et donc par exemple prenez un sportif de compétition, quand il fait son sprint, il va être violent avec son corps. Voilà. Un pompier qui va au feu, il va être violent avec son corps pendant le temps de l'incendie. Mais c'est en général des temps courts, on ne peut pas être violent comme ça en permanence. Là le problème c'est qu'on est dans une culture de la performance, qui est donc une culture de la violence. Culture de la violence contre les femmes, contre les plus vulnérables et contre les écosystèmes. Et donc, diapo suivante, ce qui nous arrive finalement, cette crise socio-écologique, c'est le produit de notre compas sur la performance. On a tout misé sur la performance et maintenant c'est en train de craquer de partout. Donc c'est le burn-out des humains et le burn-out des écosystèmes. Les écosystèmes sont essorés par notre performance. On leur en demande beaucoup trop. Et on leur rend pas grand-chose. Donc il y a plein de sujets. Hein. Je vous ai déjà vu avec Marc-André, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale. Et en fait, si on regarde bien tous ces rapports scientifiques, je reboucle sur ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces rapports scientifiques sur la crise socio-écologique disent la même chose. Nous sommes en train de rentrer dans un monde très fluctuant. Alors, diapo suivante, un exemple de fluctuation, juste pour vous donner une illustration de à quoi ça peut ressembler, ce monde fluctuant. On a des traces géologiques de ce à quoi ça peut ressembler. Donc ici, là, vous voyez un gros rocher, là. Ça, c'est un rocher de 1000 tonnes. Ce rocher de 1000 tonnes, on sait qu'il a été déplacé par des tempêtes maritimes il y a 120 000 ans. Et il y a 120 000 ans, c'est la dernière fois qu'il a fait plus de degrés par rapport aux températures pré-industrielles. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à un monde à plus de degrés, à des tempêtes vraiment qui décoiffent fortement. Donc ça c'est 1000 tonnes. Les plus grandes tempêtes aujourd'hui déplacent des objets de 100 tonnes. Il y a un facteur 10. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'infrastructures actuelles qui sont déjà obsolètes en fait, quand on réfléchit bien. Donc ça c'est juste pour dire que voilà, ça va tanguer très fort. Je ne vais pas insister, je ne suis pas dans la collapsologie, mais c'est juste pour dire que ça va tanguer fort. Voilà. Donc maintenant, diapo suivante, la première question à se poser au XXIe siècle, c'est celle-là. Comment habiter le monde fluctuant ? En fait, quand on réfléchit bien, là je ne fais que endosser le fait scientifique, je suis un bête scientifique, ras des pâquerettes. Les scientifiques nous disent tout ça, on commence à le vivre, les fluctuations, donc c'est la première chose, la première question à se poser, comment habiter le monde fluctuant? En fait, quand on réfléchit bien, toutes les autres questions sont secondaires. Donc comment on fait? Alors vous voyez, j'ai mis un arbre, parce qu'un arbre, ça symbolise assez bien quelque chose qui arrive à vivre dans le monde fluctuant. Les arbres, ils sont là depuis des millions d'années, et ils arrivent à vivre avec les fluctuations. Les êtres vivants, en général, tous ceux qui sont là, ils sont capables de vivre avec les fluctuations. Parce qu'ils ont traversé des fluctuations énormes pendant des millions d'années. Donc ce qu'ils ont dans leurs gènes, dans leur ADN, dans leurs cellules, dans leur comportement, tout ça c'est des restes de ce monde fluctuant qu'ils ont vécu il y a des millions d'années. On a tout ça ancré en nous, y compris dans notre corps humain. Nous aussi, on est capable de jeûner par exemple. 15 jours sans manger, c'est possible. 40 jours même, pour certains. Donc c'est possible. Ok, alors comment on fait pour habiter le monde fluctuant? Et du coup, comment on peut s'inspirer du vivant pour habiter ce monde qui va devenir de plus en plus fluctuant? Alors, diapo suivante. Première leçon du vivant, et ça je vais aller un peu vite parce que Marc-André a dû vous raconter ça en long, en large et en travers. Les êtres vivants, quand ça commence à fluctuer, quand il commence à y avoir des pénuries chroniques de ressources, ils coopèrent. C'est la coopération qui domine. Quand il y a beaucoup de fluctuations, les êtres vivants coopèrent. Et ça s'appelle la symbiose. La symbiose, c'est une grande coopération entre plusieurs espèces. Ici, là, vous avez l'exemple classique d'une plante qui coopère avec des champignons. Les deux s'entretiennent l'un l'autre. Et là, vous avez un réseau d'interaction dans un sol forestier japonais. Vous voyez, les points rouges, c'est des plantes. Les autres points, c'est des espèces de champignons différents. Vous voyez, c'est un énorme réseau d'interaction qui est entièrement interconnecté.
Il faudrait rajouter les bactéries, hein. Il y a encore beaucoup plus d'interactions. Donc ça, c'est le côté plutôt joyeux de la chose, c'est que le monde fluctuant va nous pousser à coopérer. Et alors, diapo suivante, c'est ce qu'on voit déjà arriver dans les coopératives, les SCOP, les SIC, les plein de choses, hein, les conventions citoyennes, la recherche participative, les sciences citoyennes. Tout ça, c'est basé sur de la coopération. Et c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est une réponse opérationnelle au monde fluctuant. Ça devient de plus en plus fluctuant, donc les collectifs de citoyens qui sont déjà soumis à des fluctuations coopèrent. En fait, quand on réfléchit bien à faire de la compétition quand ça fluctue, c'est pas viable, hein. Donc ça disparaît de soi-même, hein. Donc on ne les voit plus en fait. Bon, ça c'est la coopération. Alors ça on pourrait se dire, bah super, voilà, le monde fluctuant va nous pousser à coopérer. Alors évidemment il y a un mais, parce que diapo suivante, parmi tous les types de coopération qu'on a imaginé, il y a un type de coopération qu'on a créé pendant le XXe siècle, c'est la coopération numérique. Alors la coopération numérique, c'est quoi ? Eh ben, c'est une forme de coopération, hein, en effet, hein, d'interaction entre des humains. Le projet Internet au départ, hein, c'est des gauchistes, hein, faut le dire, hein, quand même. Hein, c'est des communautés, c'est des Creative Commons, c'est l'open source, voilà, c'est Wikipédia, tout ça. C'est très très ouvert. Hein. Bah, sauf que ça s'est hybridé avec le culte de la performance. Et du coup, on a inventé une forme de coopération performante. Alors la coopération performante, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle écrase les autres formes de coopération territoriale. Donc en fait, elle est entrée en compétition avec les autres coopérations. Vous voyez, c'est une sorte de compétition qui revient par la petite porte, hein, parce qu'on est toujours drogué à la performance. Hein. Et donc, je vais peut-être enlever ce micro. C'est peut-être ça qui fait l'écho. Hein. Est-ce que c'est mieux là ? Ah voilà. Alors ben, voilà. Donc du coup cette coopération performante, vous voyez, c'est ça le problème. C'est toujours pareil. Hein, performance, violence, optimiser, fragilise, ça canalise quoi. Hein, et donc ben, voilà, diapo suivante. En fait, qu'est-ce que ça crée ? Donc là vous avez des câbles internet sous-marin, mais qu'est-ce que ça crée cette coopération numérique ? Eh ben ça crée surtout de la canalisation. Donc aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des enfants qui passent 12 heures par jour devant un écran. Il a été calculé qu'un jeune de 18 ans, par rapport à un jeune de 18 ans en 1900, il a gagné 400 000 heures de temps libre. 400 000 heures de temps libre pour sa vie complète. Hein. Sur ces 400 000 heures, il va en passer 330 000 devant un écran. Donc si ça c'est de la coopération, moi je comprends plus. Hein. Donc c'est clairement pas de la coopération, hein. C'est de l'addiction, c'est de la canalisation. Donc en fait on s'est trompé, voilà. On a fait de la coopération numérique, mais on a raté une case hein, dans l'inspiration du vivant. Donc diapo suivante, qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça ? En fait c'est un nouveau rapport au temps. En fait, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les êtres vivants, quand il y a une crise, quand il y a des fluctuations, quand il y a des pénuries chroniques de ressources, ils multiplient les coopérations, ils multiplient les interactions, mais ils diversifient aussi les modes d'interaction. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont surtout en interaction avec leur territoire. La coopération, elle est territoriale. Si je vous le dis différemment, nous sommes tous des êtres vivants à 4 dimensions, les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. Si on manque de temps, hein, comme quand on dit là, l'urgence climatique, ben, il faut se reconnecter à son espace. Parce que c'est les 3 dimensions qui nous restent. Quand on manque de temps, il faut se reconnecter à son espace. Et donc c'est la coopération territoriale qui doit dominer. Et donc la coopération numérique, c'est de l'accélération. Hein. En fait, on reste dans le monde d'avant, on reste dans le monde de la performance, hein, qui écrase tout et qui est aliénant. Voilà. Là, c'est beaucoup plus émancipateur, hein, évidemment. Hein, si on se connecte avec son territoire, on rencontre des gens, on rencontre des non-humains aussi. Voilà. Enfin, on s'intéresse à la biodiversité, la permaculture, dont vous avez déjà entendu parler. Voilà. Donc tout ça c'était la première leçon du vivant, c'est que la coopération doit être territoriale. Elle ne peut pas être dans la datasphère. Ça ne se passe pas là. Ça se passe avec des vrais gens, avec des relations humaines. Quoi. Bon, ça c'est la première leçon. Ok, bon, je pourrais m'arrêter là. Me dire, bah voilà, on va habiter le monde fluctuant en coopérant dans nos territoires. Alors c'est quand même un peu juste parce que ça donne un peu l'impression qu'il va suffire de faire la farandole, kumbaya, voilà, et tout va bien se passer. Alors c'est un peu juste quand même. Donc alors du coup je repose ma question. Diapo suivante. La diapo suivante c'est la même que celle que j'ai montrée juste avant. Comment habiter le monde fluctuant ? Ok, alors on va faire des interactions, on va coopérer, mais pourquoi chez les êtres vivants ? Pourquoi chez cet arbre ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi il arrive avec ces interactions à arriver à vivre avec les fluctuations ? Alors, diapo suivante, ça tient en un seul mot. Ce mot, c'est robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc, par exemple, un arbre, il est stable malgré les fluctuations, il est capable de résister au vent, mais il est aussi viable malgré les fluctuations. Et ben, par exemple, il est capable de passer l'hiver.
la mauvaise saison. Il est capable de vivre des changements de salinité. Enfin, donc il va faire plus de branches, plus de feuilles, moins de branches, moins de feuilles, enfin, ça dépend. Voilà, mais il sera toujours capable de vivre. Voilà. Donc ça, c'est la viabilité malgré les fluctuations. Ben, c'est ça la robustesse. Hein. C'est la définition physique de la robustesse. Un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Ben, quand vous réfléchissez bien, tous les êtres vivants qui nous entourent, et y compris notre corps, est robuste. Nous sommes tous robustes. C'est ce qui définit notre ontologie du vivant. La vie sélectionne ce qui est robuste. Les êtres vivants qui ne sont pas robustes ont été dégagés par l'évolution darwinienne. C'est aussi simple que ça. Hein. Si on n'arrive pas à vivre avec les fluctuations, il y a bien un moment où il y a une fluctuation qui va nous dégager. Donc tout ce qui nous entoure, là, ce sont des êtres vivants robustes. Alors comment font-ils pour être robustes? Parce que finalement, c'est ça qui est le plus intéressant. Alors c'est là que c'est très éclairant. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Donc c'est le contraire. C'est le contraire. C'est qu'il y a des moments de performance chez les êtres vivants, mais c'est vraiment des moments. La performance est très secondaire. Ce qui domine, c'est la robustesse. Donc en fait, si je vous le dis différemment, les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et nous, les sociétés humaines de 2025, on est performants avant d'être robustes. Et je vous rappelle la pénurie de moutarde en 2022 parce qu'il y a une sécheresse au Canada, CrowdStrike l'été dernier parce qu'il y a une erreur de mise à jour, tout le système qui plante, tous les systèmes Windows qui plantent. Voilà, on est dans un système extrêmement fragile parce qu'on a mis l'accent sur la performance et on a oublié la robustesse, voilà, pour le dire comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est très clair quand on est biologiste, hein, parce qu'en fait, quand on analyse les systèmes du vivant, d'ailleurs il y a un vivant sur l'écran, c'est bien, quand on analyse les systèmes vivants, quel que soit le système, hein, que ce soit un réseau de neurones, un réseau métabolique, un réseau d'écosystèmes, un être vivant, un être humain, on va tomber sur tous ces paramètres-là. Inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement. C'est que des contre-performances. En fait, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est des contre-performances qui ajoutent du jeu dans les rouages, qui rendent le système beaucoup plus souple. Ben pour être souple, il ne faut pas être trop performant. Quand on est très performant, on est canalisé, on est très rigide. Et donc on casse. Les systèmes vivants fluctuent beaucoup à l'intérieur. Et donc ils ont besoin de marge de manœuvre. Mais pensez juste à la redondance. Hein. Regardez un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. C'est extrêmement redondant, un arbre. Pensez au nombre de villosités que vous avez dans l'intestin. Le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Voilà, nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Ben ça, c'est pas très performant, hein. C'est ni efficace ni efficient. Hein. Il n'y a pas d'objectif et ça consomme beaucoup d'énergie. Mais par contre, ça permet d'absorber les chocs et d'ouvrir l'espace de viabilité. Voilà. Alors je vais vous donner mon exemple favori sur la diapo suivante, qui est l'exemple de la température corporelle. Donc vous savez qu'on est à 37 degrés, ça c'est notre température de croisière, et puis si vous attrapez un virus, le virus de la grippe par exemple, vous allez monter en température, donc c'est la fièvre, 38, 39, 40. Ouais. Bah, si j'isole les enzymes de votre corps, que je mesure leur activité métabolique, bah, ce que je vais trouver, c'est que leur optimum d'activité métabolique n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, votre métabolisme, votre système immunitaire n'est pas très performant. Mais vraiment pas, hein, c'est juste satisfaisant, quoi. Hein, voilà, 10 sur 20, hein, enfin, s'il fallait mettre une note. Hein. Donc ça tourne, quoi, mais il n'y a vraiment pas de quoi se relever la nuit, hein, ça tourne. Donc, mais par contre, alors à 40 degrés, alors là, vous avez un système immunitaire qui est extrêmement performant. Très performant, c'est que vous avez vraiment boosté toute la performance de vos enzymes, et d'ailleurs, vous le sentez, parce qu'à 40 degrés, on est très fatigué. Parce que vous êtes en train de faire l'expérience d'un burn-out physiologique. Vos enzymes sont en train de brûler. Littéralement, elles sont en train de se dénaturer parce qu'elles tournent tellement vite qu'elles se cassent. Et donc on ne peut pas rester à 40 degrés très longtemps, hein. C'est 3 jours maximum, hein. Après c'est mortel. Hein. Donc on revient à la vitesse de croisière de 37 degrés. Et donc vous voyez bien que dans votre vie, donc là vous voyez hein, le truc, hein, c'est qu'à 37 degrés c'est robuste parce qu'on n'est pas très performant. À 40 degrés on est performant mais on est fragile. Voilà. Donc en fait, et vous voyez bien que dans votre vie, vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés, qui est le mode dégradé, donc qui est le mode robuste, hein, évidemment. Et vous allez passer quelques jours dans votre vie en mode performant à 40 degrés, mais ce sera que quelques jours. Et ce sera des jours où vous serez fragile. Voilà. Donc là, c'est juste un exemple, mais vous voyez bien que la robustesse domine. C'est la robustesse qui se construit contre la performance. Alors, diapo suivante, évidemment, je ne vais pas vous faire un cours de biologie parce que ça, je pourrais vous donner 1000 exemples. Ça va nous éclairer, cette histoire-là. En fait, ça va définir plein de choses. En fait, ça nous fait réaliser que ce qui nous arrive, là, en 2025, c'est pas une crise écologique, c'est pas une crise sociale, c'est même pas une crise géopolitique hein, ou écologique. C'est au premier ordre, c'est une crise
culturel. C'est culturel ce qui nous arrive. Ça fait 10 000 ans, depuis qu'on a inventé l'agriculture, la domestication, la sédentarisation, qu'on s'est fait avoir par l'idée que le progrès de l'humanité, c'était des gains de performance. Ça fait 10 000 ans qu'on croit que chaque fois qu'on augmente les performances, on progresse. Alors c'était certainement vrai à un moment, hein, mais vous voyez, cette courbe, c'est une courbe en cloche. Parce qu'en fait, au bout d'un certain seuil de performance, la performance devient contre-productive. Et on est exactement ça dans cette époque-là, et ça fait déjà quelques décennies. Plus on augmente les performances, et plus on détruit notre habitat terrestre. Plus on augmente les performances, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. La nature menacée devient menaçante. Je pourrais le dire comme ça. Donc on est dans un moment d'inversion. Donc le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est tout simplement impossible. C'est physiquement impossible. Si on continue à augmenter les performances, ce sera plus viable pour l'humanité. Donc il n'y aura même plus de progrès pour en parler. Donc du coup, qu'est-ce que c'est le progrès ? Voilà, diapo suivante. Le futur du progrès, en fait, il faut changer d'axe. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Parce que dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faudra être de plus en plus robuste. Vous voyez, là, je ne fais que endosser le fait scientifique. Hein. Ça fluctue de plus en plus. Il faut être plus robuste. Pour être robuste, il faut baisser en performance. Voilà, ça c'est une loi de l'univers, hein, et le vivant l'incarne, hein, mais c'est juste, ça c'est le fait scientifique. Donc vous voyez, c'était un moment d'inversion fondamentale. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'en 2025, nous quittons enfin le néolithique. Il était temps. Le néolithique, c'est quand les humains veulent contrôler la nature, hein, l'agriculture, la domestication, on veut contrôler la nature. Et bien aujourd'hui, la nature se réveille, hein, les méga-feux, les méga-inondations, et on se rend compte qu'on a perdu le contrôle. Et donc vivre dans le monde fluctuant, ça veut dire vivre en ayant perdu le contrôle. Et ben ça, c'est le monde de la robustesse. Et donc ça y est, là, on quitte le néolithique. Donc c'est assez incroyable, hein, c'est un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, hein, d'être là et de vivre ça. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est complètement utopique, parce que les clients, ils veulent des objets pas chers tout de suite, c'est de la performance. Les investisseurs, ils veulent des retours sur investissement, c'est de la performance. À l'école, on veut les meilleures notes, la fast fashion est toujours là, enfin voilà. Donc on est encore dans le monde de la performance, hein, évidemment. Donc est-ce que c'est crédible que là, en 2025, on bascule de la performance à la robustesse? Alors, je vais vous montrer une autre analogie sur la diapo suivante pour vous montrer que oui, c'est tout à fait possible et c'est même en train de se faire sous nos yeux. Et donc cette analogie, c'est encore en observant la nature, hein. C'est toujours pareil, hein. Quand on observe le vivant, en fait, c'est un livre ouvert, hein, pour comprendre le monde, hein, tout bêtement. Donc là ici vous avez une nuée d'oiseaux, une nuée des tourneaux, donc c'est très beau, hein, ces nuages d'oiseaux là. Donc c'est les murmurations, comme on appelle ça. Donc ça en fait c'est l'exemple typique d'un système qui n'arrête pas de basculer. Il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à droite, il n'arrête pas. Hein. Et en fait, c'est très simple. Comment font-ils quoi, pour basculer de façon aussi coordonnée? C'est très simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que c'est un peu le mouton égaré. En fait, ceux qui sont à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. C'est eux qui voient le prédateur arriver, c'est eux qui voient l'autre nuée d'oiseaux arriver. Donc ils se synchronisent et ils contaminent le cœur du système. Jusqu'à arriver au cœur du système, et là, hop, c'est tout le système qui bascule. En fait, les oiseaux qui sont au cœur de la nuée sont aveugles au monde. Ils ne voient pas les fluctuations du monde. Ils ne voient que les oiseaux voisins, donc ils ne voient rien. Donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, hein, c'est la périphérie qui guide tout le système, mais c'est vrai aussi pour un banc de poissons, et c'est vrai pour plein de systèmes sociaux. C'est souvent à la marge que ça se passe. Hein. Les empires, ils ont souvent basculé par un événement qui s'est passé à la marge. Hein. Les comptoirs chinois, par exemple, les comptoirs européens en Chine qui ont fait basculer l'empire chinois. Il y a une phrase de Jean-Luc Godard, hein, que je cite souvent pour ça. Jean-Luc Godard disait « c'est la marge qui tient la page ». Ça, c'est pas mal. Alors, du coup, si on veut voir le monde qui bascule de la performance à la robustesse, c'est pas la peine d'aller voir la Commission européenne, Total, McKinsey. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est le cœur du système. Il n'y a rien à en tirer. Hein. Ça sera les derniers à basculer. Donc il faut plutôt aller voir les collectifs de citoyens qui sont déjà soumis aux fluctuations et qui sont déjà dans le monde de la robustesse. Et alors c'est là où c'est extraordinaire, parce que quand on va dans le monde des marges, là en fait on se rend compte que c'est massif. C'est que les marges il y a 20 ans c'était Pierre Rabhi, quoi, hein, les colibris, donc très très loin. Là, en gros c'est dans la décennie 2010-2020, c'est là où les marges se sont vraiment épaissies. Et ça ne s'arrête pas. Ça s'accélère à vrai dire. Et donc je vais vous donner quelques exemples. Donc diapo suivante, qu'est-ce qu'on trouve aux marges? Alors aux marges on trouve des petits villages dans le monde rural, Saint-Martin-d'Auxigny par exemple, qui comme beaucoup de villages a subi le remembrement dans les années 50-60 où on canalise les rivières, on augmente les surfaces agricoles.
stratégie d'optimisation de performance. Quand on fait ça, on a surtout construit une autoroute à eau, et donc quand il pleut beaucoup, cette autoroute à eau, elle envoie l'eau très très vite dans la ville voisine et elle fait une inondation. Optimiser, fragilise. Ça marche à tous les coups. Bon, ils se sont fait inonder un certain nombre de fois, donc au bout d'un moment, vous voyez, à droite, là, ce qu'ils ont fait, ils ont retracé une rivière, ils ont reméandré leur rivière, donc ils ont mis des petits lacets, là, et donc ils ont ralenti leur rivière. Donc leur rivière qui est plus lente maintenant, quand il pleut beaucoup, elle déborde dans la parcelle, elle n'inonde plus la ville. Et donc on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Et vous voyez, ça arrive aux marges, un petit village qui s'est pris en main et qui a développé sa robustesse en autonomie. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que ce petit exemple à la marge, on en parle au journal de France 2 en prime time, à 20h. Donc les marges sont en train de contaminer le cœur. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc ça, c'est juste un exemple. Diapo suivante, je ne sais plus ce que j'ai mis comme exemple, l'agriculture. L'agriculture, on parle beaucoup de la crise du bio en ce moment, avec notamment le Sénat qui a reculé sur l'agriculture biologique, ce qui est indigne. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on n'endosse pas le fait scientifique. Aussi, le Sénat français n'endosse pas le fait scientifique. C'est répugnant, il faut le dire quand même. Donc, mais ce qui se passe si on regarde sur le temps long, en 20 ans, la surface agricole en agroécologie augmente chaque année. Et ça ne dépend pas, de décisions politiques, c'est pragmatique. Un jeune paysan qui démarre ne peut pas démarrer en agriculture intensive. C'est trop cher. Donc forcément, il ou elle démarre en agroécologie. Et donc ça va pas s'arrêter. Le pétrole va coûter de plus en plus cher. Le phosphate, le pic de phosphate, on va le passer en 2040, au plus tôt en tout cas. Et le phosphate, il en a plus qu'au Maroc, grosso modo. Donc c'est d'une fragilité géopolitique, économique. Le modèle d'agriculture intensive est zombie. Faut le dire quand même. On fait de l'acharnement thérapeutique là, mais c'est fini. Donc voilà. Donc l'agroécologie, c'est en train de devenir très fort. Donc c'est l'agroforesterie, la permaculture, les jardins créoles dans les Caraïbes, toute une zoologie de solutions. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, et c'est toujours pareil, c'est l'agroécologie, ça vient plutôt des marges, ça vient de l'Amérique du Sud, Altéry, des années 80, c'est venu chez nous, donc vous voyez, c'est une inversion de la colonisation, c'est les pays du Sud qui nous éclairent, ça y est, on inverse vraiment tout, et c'est en train de se développer très fort. Donc ça, c'est des exemples qui sont encore sous le radar, c'est 11% des surfaces agricoles en Europe, donc c'est encore sous le radar, mais c'est la tendance qui, elle, ne va jamais s'arrêter, c'est d'une puissance incroyable. Bon, ça c'est l'agriculture. Un autre exemple, diapo suivante, c'est le tout réparable. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. C'est de tout, des pulls, des jeans, de l'électronique agricole, des véhicules intermédiaires, des tas de choses, quoi. Et ça se développe partout. Et c'est très pragmatique. Il faut faire un petit stress test. Imaginez que la Chine envahisse Taïwan la semaine prochaine. Ce qui n'est pas complètement ahurissant quand on réfléchit bien. Si ça arrive, la Chine ferme ses frontières. Si la Chine ferme ses frontières, votre entreprise, si elle dépend d'un bien importé de Chine, vous mettez la clé sous la porte. Sauf si vous avez développé la réparabilité territoriale. Donc toujours pareil, coopération locale, robustesse, tout ça, ça se parle. Et là, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on voit ça arriver, qu'on voit arriver tout ce modèle-là. Donc on passe de l'économie propriétaire à l'économie de l'usage. De l'économie matérielle à l'économie plutôt des interactions, des services. Donc tout ça, c'est en train de venir et c'est sous nos yeux. En fait, il faut bien regarder. Je sais bien que dans les médias, on adore parler de Trump, de Musk, Poutine, Erdogan, Netanyahou, tous les vieux hommes blancs, un peu névrosés, ultra riches. Complètement dans le cœur du monde de la performance, complètement dans le monde d'avant. Et en fait, il faut plutôt écouter le reste. Écouter le reste, quoi. Voilà, il y a vraiment des projets extrêmement inspirants et qui sont en train de dessiner le monde de demain. Il y a cette fameuse phrase, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. L'arbre qui tombe, on l'entend bien tomber dans les médias, mais écoutez aussi la forêt qui pousse. Elle est là et elle ne va pas s'arrêter. Alors, diapo suivante, je ne sais plus ce que j'ai mis après. Je ne sais vraiment plus. Ah oui, voilà, un exemple. Alors très concret là, un exemple Néoloco. Donc Néoloco, c'est un ingénieur, Arnaud Créteau, qui a créé une boulangerie avec un four solaire. Alors le four solaire, c'est la technologie la plus basique qu'on puisse imaginer, c'est des miroirs. Donc et ça concentre les rayons lumineux et ça fait un four. Il fait une boulangerie avec ça. Alors je note quand même qu'il est à Rouen. Il n'est pas à Nice. Donc un four solaire à Rouen, on pourrait se dire quand même compliqué. Donc il n'a pas du soleil tous les jours. C'est quand même, même avec le réchauffement climatique, ça suffit pas quand même. Donc comment il fait ? Il a en fait basé tout son modèle économique sur le fait que sa ressource énergétique est fluctuante. Il a construit un modèle économique sur la fluctuation. Et donc, il ne fait pas des baguettes.
Il fait du pain au levain, voilà, du pain qu'on peut garder longtemps. Et il fait aussi de la torréfaction de graines, donc des graines qu'on peut stocker aussi longtemps. Voilà. Donc en fait, il a adapté sa production à une ressource fluctuante. Donc ça s'appelle Néoloco. Bon, ça, c'est certainement la boulangerie la plus robuste de toute la France. Hein. Parce que lui, il est intouchable. Hein. Il peut rien lui arriver. Hein. Franchement, là, il est autonome en énergie. Et en plus, tout son modèle économique est basé sur des fluctuations. Alors, ce qui me plaît bien dans cet exemple-là, c'est que ça existe, mais qu'en plus, il a créé une agence Teled qui accompagne les entreprises à revoir leur modèle pour que justement, elles construisent leur modèle économique sur la ressource la plus fluctuante de leur modèle économique. Et donc, il est en train d'inverser des modèles économiques d'entreprise, alors qu'il avait démarré avec juste une petite boulangerie, aux marges. Il est en train d'inverser des tas de modèles. Enercoop, par exemple, en fait partie, etc. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe. On est dans un moment incroyable de créativité, nettement plus créatif que pendant le moment du monde de la performance flamboyant. Ça, c'est beaucoup plus divers, beaucoup plus riche. Le monde de la performance est très étroit, finalement, dans cette pensée. Ok, alors diapo suivante. Je pense qu'après, je dois avoir des ingénieurs, si je me souviens bien. Voilà, j'inverse les ingénieurs. Donc un ingénieur dans le monde de la performance, c'était quelqu'un à qui on demandait de faire des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Donc ça veut dire voilà, quelqu'un qui fait des objets de plus en plus techniquement complexes et qui fait d'obsolescence programmée. En gros, voilà, donc ça va dépendre de microprocesseurs fabriqués à Taïwan, par exemple. Voilà. Et donc vous n'avez plus du tout la main sur votre technologie, vous n'êtes plus capable de réparer vos smartphones, donc vous êtes très éloigné des technologies. C'est de la technologie aliénante. Vous êtes dépendant d'une technologie que vous ne maîtrisez pas. C'est que le smartphone, c'est devenu une prothèse numérique et on n'est pas capable de le réparer. Bah ça c'est terrible quand même. Enfin, je veux dire, le smartphone est terrible en général, mais d'avoir des technologies qu'on nous impose et qu'on ne peut pas contrôler, c'est quand même assez bizarre. Donc du coup, dans le monde de la robustesse, c'est autre chose. En fait, ce qu'on va demander aux ingénieurs, c'est de développer des solutions robustes. Alors des solutions robustes, c'est très simple, c'est de la technodiversité. Donc on ne va pas demander aux ingénieurs de développer la meilleure solution. On va surtout leur demander de développer un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, donc plusieurs solutions. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, voilà, plusieurs solutions, et que des solutions robustes. Et en plus, on veut que les solutions soient réparables, adaptables, évoluables par les citoyens dans le territoire. Voilà, ça c'est de la technologie émancipatrice. Ça, c'était de la technologie aliénante. Et donc, on change de modèle. Et donc, c'est ça qu'il faut dire aux élèves ingénieurs qui désertent les écoles d'ingénieurs. On a besoin d'eux, mais par contre, ils vont changer de métier. C'est la même science, c'est les mêmes maths, la même physique, les mêmes sciences sociales, c'est tout pareil. Mais par contre, on va leur demander de faire, c'est le sens des technos qui change, en fait, on va leur demander de faire des solutions robustes. Et vous voyez, ça me permet d'illustrer là, cette diapo, que le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. C'est le contraire, le monde de la performance est profondément technophobe. Parce que quand vous faites des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes, plus traditionnelles. Ça, c'est technophobe. Et en plus, à chaque fois, on éloigne les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Le monde des Amish et de la bougie, c'est le monde de la performance. En fait, le monde de la robustesse, c'est un monde technophile. Parce que s'il y a des nouvelles technologies et qu'elles sont très robustes, on les garde. Mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire des maisons en terre crue. On va garder aussi. Voilà, le pisé par exemple par ici. Ça, tout ça on garde. Voilà. Et en plus on veut que les citoyens mettent les mains à la pâte. Donc c'est vraiment technophile. Voilà. Encore une fois, c'est quand même plus joyeux quoi. Ok, alors diapo suivante. Je pense que voilà, j'arrive à mon équilibre. Donc en fait ici on arrive à un moment clé en fait, un moment d'inversion. Donc pendant des années on pensait que le monde était stable, abondant en ressources, et donc on faisait de la performance un peu bêtement quoi. Et puis quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Voilà. Est-ce que notre système est robuste ? Non, en fait, il n'est pas robuste. Ouais. Mais maintenant qu'on rentre dans le monde de la polycrise, de la permacrise, que ça n'arrête pas de fluctuer, on va faire de la robustesse tout le temps, et de temps en temps, on va autoriser la performance. Le modèle social pour ça serait le pompier. Le pompier, quand il est au feu, il fait de la performance. Il ne va pas faire une approche participative pour savoir qui va au feu. Là, c'est dictatorial. C'est toi tu y vas, toi tu sors. Voilà. Ça, c'est le monde de la performance. Mais par contre, le pompier, il passe 20 minutes au feu. Il sort après. Et après, il se repose, il fait l'entraînement, etc. Ça, c'est de la robustesse. C'est plus de la performance. Voilà. Mais donc, on va changer de monde. Alors, je voulais quand même vous donner quelques clés pour terminer. Parce que ça va, niveau timing
c'est bon, je garde le timing. Alors, quelques petites clés. Donc, diapo suivante, comment on fait pour rentrer dans ce monde de la robustesse? Parce que le truc, hein, c'est que si on fait rien, on va basculer de toute façon dans le monde de la robustesse, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est inéluctable. C'est que dans un monde de plus en plus fluctuant, les plus performants, ce sont les plus fragiles. Donc c'est ceux qui vont dégager en premier. Hein. Mais le problème, c'est qu'en dégageant, les ultra performants vont embarquer beaucoup de monde avec eux. Donc il y a une question politique essentielle, c'est comment on fait pour devancer l'appel, comment on fait pour mettre un pied dans la robustesse d'ores et déjà, pour accompagner ce mouvement et comment on fait pour monter en échelle, hein, finalement, comment on accompagne ces marges qui contaminent le cœur. Alors, première chose, il faut s'acculturer au monde fluctuant. Et que nous, les humains, c'est très compliqué d'imaginer le monde fluctuant, le monde de la polycrise, parce que tous les matins, le soleil se lève. Hein, voilà. Tous les matins, le soleil se lève, donc on pense que le monde est stable. Et c'est vrai qu'on n'a pas des fluctuations comme ça tous les 4 matins, sauf que ça va nous surprendre, il va y en avoir de plus en plus et de plus en plus fréquemment. Donc, comment on fait? Eh ben, une façon de le faire, c'est de faire des stress tests, donc des tests de robustesse. Alors, il se trouve que Lyon est pas mal pour ça, parce que la métropole de Lyon a créé un jeu qui s'appelle Tumult, donc plutôt à destination des entreprises, et c'est un stress test pour que les entreprises testent leur robustesse. Donc le fait qu'une métropole développe des jeux de robustesse à destination des entreprises, ça en dit long, hein, quand même sur le monde fluctuant qui vient. Hein. Voilà, on est vraiment rentré dedans. Donc un stress test, hein, on en a fait un juste avant, hein, quand je vous disais que si la Chine envahit Taïwan, ça c'est un stress test, c'est un jeu, un scénario, quoi. On se dit, qu'est-ce qui se passerait? Quelles sont les conséquences pour mon activité? Quelles sont les mesures préventives que je dois prendre pour que si ça arrive, quand ça arrive, j'ai le moins d'impact possible. Donc, en fait, si vous faites ça, donc ça peut être plein d'autres choses. Hein. L'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher. L'année prochaine, il y a un virus informatique qui éteint Internet pendant 6 mois. Voilà. Ah ouais. C'est ça. Voilà, non mais bien sûr, là, il y aura des bien sûr, mais il faut réfléchir. C'est qu'en fait, voilà, il y aura aussi des téléconsultations qui seront plus possibles. Enfin voilà, donc faut quand même bien, ça demande voilà un certain nombre de marges de manœuvre qu'il faut créer. Et si on fait ce jeu sérieusement, ce stress test, si on le fait sérieusement, on va augmenter les marges de manœuvre. Et puis le jour où il y a une crise qui arrive, vu qu'on a augmenté les marges de manœuvre, ça marchera pour n'importe quelle crise. Et donc on sera plus robuste. Ouais. Et donc là, on va pouvoir mettre un pied dans le monde de la robustesse. Donc voilà, ça c'est la première chose, mettre un pied, voilà, grâce au stress test. Alors diapo suivante, et je me souviens plus ce que j'avais mis sur ma diapo suivante. Ah, voilà, sur l'éducation. Alors quand on regarde bien l'éducation, alors je vais forcer un peu le trait, hein, mais l'éducation nationale, on va dire, hein, l'école un peu classique, traditionnelle, c'est plutôt une école de la compétition. Parce qu'on met des notes, on classe les gens, on fait des concours compétitifs, et finalement, quand on réfléchit bien, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on célèbre? C'est quoi le moment de célébration à l'école? Le moment de célébration à l'école, c'est quand on passe le concours, et que si on est le premier, on est content parce qu'on a écrasé tous les autres. Donc ce qu'on célèbre, c'est la compétition et la violence. Et d'ailleurs, on met des notes en rouge. Tout ça n'est pas anodin. Hein. Donc tout ça, ça dit quand même le monde de la compétition. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le monde qui vient? C'est des écoles de la coopération. Des écoles de la coopération, alors il en existe plein déjà, hein, mais c'est vraiment un point clé, ça fait partie de la bascule culturelle. Des écoles de la coopération, c'est quoi? C'est des profs qui ne viennent plus avec des réponses, mais qui viennent avec des questions. Et ce sont les élèves qui collectivement, collégialement, vont chercher les réponses. Ça prend beaucoup plus de temps. À la fin de l'année, on n'aura pas vu tout le programme, hein, donc c'est pas performant. Hein. Par contre, c'est très robuste parce qu'on aura appris aux élèves à apprendre avec les autres. Donc ils apprendront à parler avec des gens avec différentes cultures, à confronter leurs certitudes, ça démine les fake news, hein, les infox, ça apprend à résoudre des conflits, parce que évidemment qu'il y aura des conflits, donc si on n'a jamais été exposé à un conflit, on ne sait pas résoudre un conflit, donc voilà. Tout ça, hein, c'est une école de la coopération, donc classe inversée, pédagogie active, école du dehors, tout ça c'est des modèles d'école de la coopération. Et qu'est-ce qu'on célèbre dans une école de la coopération? Le moment de célébration hein, de cette année-là, scolaire, c'est toute l'année, l'élève est dans une classe avec un prof, à la fin de l'année, l'élève devient un prof. Il va expliquer ce qu'il a découvert, un projet ou dans l'année, voilà, il va enseigner ce qu'il a découvert aux autres élèves. Et ce qu'on va célébrer, ce n'est pas une note sur un devoir, c'est sa capacité à transmettre, à partager, à coopérer. Et donc ce qu'on célèbre, c'est la coopération. Ça, c'est de la robustesse. Et comme je le dis souvent, dans le monde qui vient, c'est très bien de mettre des panneaux solaires, des éoliennes et tout le bazar là, mais la première chose à faire, c'est de faire des écoles de la coopération, parce qu'on aura surtout besoin de coopérateurs. Et quand je dis coopération, il faut bien que je le définisse. Hein. C'est quoi la coopération? La coopération, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe.
C'est ça la définition de la coopération, hein. Contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Les cellules de votre corps, elles sont en train de coopérer hein, actuellement. Elles ne sont pas en train de collaborer ou de faire de la compétition, hein. C'est vraiment de la coopération. Ok, donc là, les écoles de la coopération, c'est en cours, hein, mais c'est pareil. Ça, va vraiment falloir accélérer sur ce mode-là. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, hein, l'école de la compétition, c'est une école du burn-out, hein, avec des violences entre les profs et les familles, entre les profs et les élèves, entre les élèves et les familles. Enfin, c'est complètement toxique, hein, donc il va vraiment falloir en sortir rapidement. Bon, voilà, école de la coopération. Diapo suivante, sur voilà, l'idée que la robustesse, ce n'est pas à la carte, hein, parce qu'on pourrait un peu rester sur l'idée que la robustesse, c'est juste la gestion des risques. Hein. Alors non, c'est quand même nettement plus loin que ça, hein, c'est stabilité et viabilité, hein, donc c'est aussi sur le temps long. Alors ici, là, je vous prends un exemple. Imaginez, vous avez une ONG qui est au service de la robustesse du territoire. Donc c'est l'anneau vert, robustesse du territoire. Mais en interne, cette ONG, parce que les enjeux sont très élevés, hein, soit parce que c'est social, écologique, donc il y a de gros enjeux, c'est une ONG qui travaille 70 heures par semaine avec un président qui est un dictateur, etc. Donc c'est rouge là. Hein. Donc là on est dans la performance à l'intérieur. Ça c'est une ONG qui va faire un burn-out et donc qui ne sera plus au service de la robustesse de son territoire parce qu'elle s'est cramée en interne. Donc en fait, animation suivante, voilà. En fait, on arrive à cette idée que la robustesse dépasse à la carte. Pour être robuste, il faut être au service de sa robustesse pour être au service de la robustesse des autres. Il faut les deux. Hein. Donc c'est un peu un système de poupée russe, si vous voulez. Votre première robustesse, c'est votre santé, votre écologie intime. Ça, c'est votre robustesse à vous. Et votre robustesse personnelle est au service de la robustesse de vos proches. La robustesse de vos proches est au service de la robustesse du collectif, qui est au service de la robustesse du territoire, qui est au service de la robustesse des autres territoires. Et oui, c'est très transversal comme ça. Hein. Et ben, dans ce monde-là, c'est un peu comme une chaîne de mailles, hein, une côte de mailles, quoi, où il y a plein d'interactions dans tous les sens. Donc, si à un moment il y a une difficulté, ben, en fait, ça sera robuste. Parce que c'est tellement tout lié que ça se maintiendra, ça sera toujours viable. Donc en fait, voilà, faut pas avoir, faut vraiment que la robustesse ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. J'avais juste pour l'anecdote, hein, j'avais rencontré un architecte qui avait construit une maison très robuste, hein, alors vraiment dans tous les sens du terme, avec des super matériaux, avec des panneaux solaires autonomes, tout ça complètement autonome. Cette maison, c'était un bijou de robustesse. Sauf que dans le territoire, il y a eu une méga inondation. Le territoire a été dévasté, et donc la maison, elle est restée debout, hein, mais vu qu'elle était toute seule dans un territoire dévasté, elle n'était pas robuste. Parce qu'elle n'avait pas pris soin de la viabilité du territoire. Elle n'était pas au service de la robustesse du territoire. Elle était juste au service de sa propre robustesse. Donc la robustesse, elle doit se tourner vers les autres, vers l'intérieur et vers les autres. Il faut vraiment les deux. Je pense que ça va résonner ici. Ok, alors diapo suivante. Voilà, je termine avec, ou quasiment je termine avec cette pyramide. Donc ça, c'est la pyramide qu'on a en tête quand on est dans le monde de la performance. Hein. Donc on pense que quand on fait un projet, il faut surtout penser à l'économie. Hein. Voilà, solidité de la fondation économique. Donc ça, si on a une belle économie, un peu par de la pensée magique, on pense que ça va prendre soin de la société et de l'environnement. Bon, c'est de la pensée magique, hein, parce que l'économie, c'est une abstraction mathématique du monde. Pourquoi une abstraction mathématique du monde prendrait soin de la société et de l'environnement, hein. Enfin, c'est de la pensée magique. Hein. En fait, cette pyramide-là, elle n'a pas vraiment de sens. Hein. Donc du coup, on inverse. Animation suivante. En fait, cette pyramide, faut vraiment l'inverser. Donc ce qui va nous occuper dans le monde de la robustesse, c'est ça. En fait, quand on construit des projets, il faut d'abord prendre soin des milieux naturels. C'est là qu'on a atterri. C'est là qu'on est terrestre. On prend soin des milieux naturels. Comment on prend soin des milieux naturels ? Il faut du lien social. Donc ça va nourrir la santé sociale. S'il y a du lien social, alors ça créera des modèles économiques. Et donc l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et c'est sa place. Il ne faut pas que l'économie soit... faut pas que le social soit dans l'économie, parce que ça veut dire qu'on fait rentrer la société dans un modèle mathématique. C'est forcément dogmatique. Ça n'a aucun sens. Il faut que l'économie soit dans le social. C'est qu'en fait, quand on fait des projets en interaction, à force, on finit par avoir une expertise, et cette expertise, elle crée des modèles économiques. Mais ça doit aller dans ce sens-là. Et là, on est terrestre. Et vous voyez, j'ai mis deux phrases là. Il ne faut pas que je sois devant, parce que sinon, vous n'allez pas les voir. Cette phrase-là, l'impact de nos activités sur l'environnement. Donc ça, c'est la question qu'on se posait dans les années 80. C'était l'époque du développement durable. Alors ça, c'est complètement dépassé. Hein. C'est-à-dire que là, on est toujours dans le néolithique. Toujours une posture descendante. On veut encore contrôler la nature. Non, les fluctuations du monde, ça va largement nous dépasser. Hein. Donc c'est complètement dépassé ça. Il ne faut pas se poser la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Il faut plutôt se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités.
Le monde va être de plus en plus fluctuant, il va falloir ajuster nos activités à ce niveau de fluctuation et donc développer notre niveau de robustesse, augmenter la robustesse, augmenter notre espace de viabilité dans un monde qui est toujours plus fluctuant. C'est nettement plus joyeux ça, hein, c'est nettement plus joyeux parce que notre moteur, c'est les fluctuations, c'est le moteur de l'innovation, c'est plus les concurrents qui sont les moteurs de l'innovation, c'est le monde fluctuant parce qu'on coopère entre humains, voilà, on coopère entre nous, même avec les non-humains, et ça crée des innovations nettement plus plurielles et plus intéressantes. Diapo suivante, je pense que je vais être sur la posture, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, question de posture. Donc notamment les décideurs, hein, et donc on est tous des décideurs, hein, à un moment ou à un autre. Et donc les décideurs, c'est dans le monde stable, abondant en ressources, c'est des personnes, donc plutôt des meneurs, hein, qui vont dire je veux et je sais comment faire. Posture plutôt napoléonienne. Hein. Alors ça, à vrai dire, le dictateur bienveillant, hein, si vous voulez. Je veux, je sais comment faire. Alors le dictateur bienveillant se plante, hein, toujours. Hein. À un moment ou un autre, faut pas rêver. Hein. Il a beau être bienveillant, il va quand même bien finir par se planter. Mais c'est pas très grave. Dans un monde stable et abondant en ressources, parce que le décideur qui se trompe, de toute façon, vu qu'il y a plein de ressources ailleurs, le filet de sécurité, il est dans l'environnement. Donc le décideur qui se plante, c'est pas très grave. Alors animation suivante, quand on rentre dans le monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, le décideur change de posture et ça devient un facilitateur, une facilitatrice qui dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Donc quand on dit je veux, on exclut tout le monde. Quand on dit j'ai envie, on crée du nous. Donc en fait on inclut tout le monde. Et quand on dit je ne sais pas comment faire, ce qu'on met sur la table, c'est le manque de solution. Et ben, le manque de solution, c'est une posture d'humilité qui fait qu'on va pouvoir fédérer, mobiliser du monde. Et ça, c'est extrêmement robuste, parce que si le décideur n'est plus là, et ben, vu qu'il y a un collectif qui s'est constitué, ça va continuer, ça va se propager et se déployer. Si vous voulez, la robustesse, ça répond à une pulsion humaine profonde, qui est celle de durer et transmettre. Tout le monde répond à ça. Tout le monde répond. Et en fait, quand on commence par la robustesse, on génère de la sobriété. Alors ça, c'est ça qui est fort, hein. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus mobilisateur que de commencer par la sobriété. Il faut mieux commencer par la robustesse. La robustesse crée les conditions dans lesquelles la sobriété émerge, et donc la viabilité. Je termine, je crois, ou diapo suivante, je ne sais plus ce que j'ai. Oui, peut-être des exemples culturels. Ça, c'est juste pour vous dire, je vais le dire rapidement, parce que je sens que ça va être l'heure. La communication, en fait, quand on communique les uns avec les autres, on communique de façon robuste et pas de façon performante. Vous savez, par exemple, quand je parle, là, moi, je me reprends sur mes mots, j'ai des tics de langage, etc. Donc, je ne parle pas comme un robot. Mais ça permet que vous ayez confiance dans ce que je vous dis. Si je parlais comme un robot, vous auriez peur. Ou vous dormiriez, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y aurait plus de communication. En fait, quand on parle parfaitement, ça tue le langage. Donc ce qui fait que le langage se maintient, le fait qu'il soit robuste, c'est parce qu'il y a des erreurs en fait. Les erreurs fait qu'on a j'ai pas compris, qu'est-ce que tu as dit, voilà. Ça maintient le langage. Et donc le langage est viable parce qu'il est robuste. Le langage performant est mort, hein. Donc c'est aussi une critique de l'IA, hein, évidemment. Hein. L'intelligence artificielle cherche la perfection, donc cherche à mourir. Hein. Donc voilà, quand on est vivant, on valorise plutôt les contre-performances, hein, les vulnérabilités, c'est ça qui fait qu'on est vivant. Hein. Quand on est invulnérable, on est mort. Hein. Voilà, c'est quand on est vivant, hein, qu'on est vulnérable. Ok, donc il y a plein d'organisations qui sont déjà dans la robustesse, qui ont mis la robustesse dans leur vision stratégique, hein, et donc depuis quelques années, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, toute la Belgique francophone, les HCL, voilà. Il y a plein d'exemples, des entreprises, etc. Et peut-être un appel sur la diapo suivante, en fait, que je vous propose, si le sujet vous intéresse, vraiment je vous invite à faire des communautés apprenantes sur la robustesse. Donc ça peut être à l'échelle d'une famille, d'une organisation, d'une entreprise, d'une collectivité, enfin de ce que vous voulez en fait. Un thème sur l'éducation, d'une église, voilà. Communauté apprenante, c'est tout simple, hein, c'est 10, 20 personnes, enfin comme vous voulez, quoi, autant que vous voulez, et vous travaillez le concept, la notion, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça ressemble dans notre collectif? Qu'est-ce qu'on pourrait développer pour augmenter la robustesse de notre territoire, de notre organisation, de notre association? Et il se trouve que Gatien Bataille et Laurent Marceau ont créé une plateforme, larobustesse.org, avec des tas d'outils totalement en accès libre. Donc il y a des posters, il y a des petits cahiers, il y a des donc pour lancer une communauté apprenante, vous avez en plus des écrits, des structures, donc c'est assez facile de se lancer, quoi. Et ça, c'est typiquement de la robustesse, parce que c'est pas un expert qui vient vous expliquer comment faire de la robustesse. Ça serait clé en main, performant, et du coup ça transformerait rien du tout. C'est vous, de façon proactive, pédagogie inversée, voilà, classe inversée, pédagogie active, c'est vous qui allez construire la robustesse dans
Ok, je termine. Diapo suivante. Je crois que c'est la dernière, hein, il me semble. Mais je crois que c'est juste les bouquins, ouais. Donc c'est sur si vous voulez creuser un peu plus. Donc il y a des bouquins, voilà, le petit antidote et puis les bouquins chez Odile Jacob. Il y a un MOOC chez Sator. Donc c'est une plateforme avec plein de sujets hein, sur l'eau, la comptabilité, etc. Et l'Institut Michel Serres. C'est vrai que j'ai pas cité l'Institut Michel Serres, mais voilà, l'Institut Michel Serres, il y a des ressources, quoi. Voilà, des premiers pas et des projets inspirants. Je m'arrête là. Merci de votre écoute attentive. Alors. Alors, la gestion de cette conférence est presque un contre-témoignage puisque tu étais particulièrement performant. On t'avait donné 50 minutes, tu as utilisé 50 minutes pile. Donc il reste absolument 0 minute pour les questions. Donc non, voilà, il reste vraiment 0 minute pour les questions. Donc je vous propose que si vous avez des questions à poser à Olivier Amand, ça se fasse dans le hall ou dehors. Il y a quelques livres aussi qui traînent encore à acheter. Mais voilà, on ne va pas prendre de questions. Juste... J'espère que comme moi, vous avez pensé à quelque chose qui existe depuis 2000 ans, qui n'est pas du tout performant, mais très robuste. Voilà, je laisse ça à votre sagacité. Voilà. Voilà, absolument. Voilà. Merci beaucoup, Olivier.